L'officier Reeves esquissa un sourire narquois tandis que Zora Jackson, 16 ans, affirmait que sa mère appartenait à la Delta Force. Du sang coulait le long des poignets menottés de Zora, sous l'œil des caméras de sécurité du centre commercial qui enregistraient tout. Puis, les portes vitrées s'ouvrirent. Le colonel Vanessa Jackson entra, vêtu de vêtements civils mais rayonnant une autorité redoutable. Reeves regretterait cette journée pendant des années. Avant de poursuivre cette histoire choquante, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires. Si vous voulez voir plus d'histoires de justice rendues, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Pouvez-vous imaginer être faussement accusé et humilié en public? Comment réagiriez-vous si quelqu'un se moquait des réalisations de votre famille? Plongeons dans ce qui s'est passé avant l'arrivée du colonel Jackson et le bouleversement de tout. Le samedi après-midi ensoleillé au Westfield Mall, dans la banlieue d'Atlanta, avait commencé tout à fait normalement pour Zora Manning, 16 ans. Son t-shirt de la NASA épousait sa silhouette élancée tandis qu'elle ajustait sa coiffure afro-naturelle, révisant mentalement les exigences de son projet de chimie avancée, AP. Meilleure élève de sa classe avec des rêves de devenir chercheuse en médecine, Zora abordait chaque tâche avec une précision méthodique. Elle avait besoin de composants électroniques spécifiques pour son expérience sur la conversion de l'énergie solaire, ce qui l'avait amené chez Electromax, le magasin d'électronique haut de gamme niché entre des boutiques de luxe dans le vaste centre commercial. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était le regard suspicieux de l'employé du magasin qui suivait chacun de ses mouvements alors qu'elle parcourait les accessoires de téléphone et les petites pièces électroniques. L'employé, un homme blanc d'âge moyen aux cheveux clairsemés et au front perpétuellement plissé, la suivait à la trace. Il redressait des articles qu'elle n'avait pas touchés et lui demandait à plusieurs reprises si elle avait réellement l'intention d'acheter quelque chose. Zora expliquait poliment son projet scolaire à chaque fois, montrant sa liste de courses détaillée et une carte d'identité scolaire, mais son examen ne faiblissait jamais. Elle avait presque tout rassemblé lorsqu'une agitation éclata près de l'étalage des smartphones. Une femme blanche bien habillée, avec des mèches coûteuses et des vêtements de créateur, fouillait frénétiquement ses sacs. « Mon téléphone a disparu », hurla Karen Thompson, sa voix perçant la musique ambiante du centre commercial. « Mon tout nouvel iPhone. Il coûte $2000. » Son doigt manucuré pointa l'air d'un geste accusateur, son regard se fixant sur Zora. C'est elle. Elle rôdait par ici depuis 20 minutes. L'accusation plana dans l'air pendant une fraction de seconde avant que le directeur du magasin, Garrett Wilson, n'apparaisse aux côtés de Karen. Sans un instant d'hésitation ni d'investigation, il fit un signe de tête compatissant à Karen. « Nous allons nous en occuper, madame. » Deux agents de sécurité apparurent avec une vitesse alarmante, comme s'ils attendaient juste une telle opportunité. Brad Reynolds, un homme blanc costaud avec une coupe de cheveux de style militaire, saisit le bras droit de Zora tandis que son partenaire, Tyson Meyer, saisissait son bras gauche. Leur prise se resserra douloureusement alors que Zora tentait de parler. « Il y a une erreur, dit-elle, sa voix calme malgré la panique montante dans sa poitrine. Je n'ai rien pris. Je suis ici pour mon projet scolaire. Vous pouvez vérifier mes sacs. » Les gardes l'ignorèrent complètement, parlant par-dessus elle comme si elle n'était pas là. « Encore une qui essaie de voler des appareils électroniques, dit Brad dans sa radio. Amenez-la au bureau de sécurité. » Zora sentit des dizaines de regards sur elle alors que les gardes la faisaient marcher à travers le centre commercial, devant des familles mangeant de la glace et des adolescents prenant des selfies. L'humiliation la brûlait plus fort que la douleur physique de la prise des gardes. En quelques minutes, l'officier James Reeves du département de police d'Atlanta entra dans le petit bureau de sécurité où Zora était maintenant assise, entourée de visages hostiles. Sa main reposait nonchalamment sur son arme dans son étui tandis qu'il l'évaluait de ses yeux bleus froids. « Alors, qu'avons-nous ici » demanda-t-il, ne s'adressant pas à Zora, mais au directeur du magasin. Garrett Wilson se rengorgea d'importance. « Nous avons attrapé celle-ci en train de voler le téléphone d'une cliente. Un modèle haut de gamme. $2000. » Zora essaya de nouveau, sa voix ferme malgré les battements effrénés de son cœur. « Monsieur, je n'ai rien volé. Je suis une élève brillante à Westwood High. J'achetais des pièces pour mon projet scientifique. Vous pouvez appeler mon professeur, Monsieur Harrington, pour vérifier ma tâche. » L'officier Reeves la regarda à peine. « Oui, bien sûr, déjà entendu ça. Videz vos poches et votre sac. » Lorsque Zora s'exécuta soigneusement, Reeves jeta brutalement le contenu sur la table, dispersant ses composants soigneusement organisés,
ses cahiers scolaires et ses effets personnels. Son portefeuille s'ouvrit, révélant son certificat d'assiduité parfaite et sa carte d'identité d'étudiante. Reeves les ignora alors qu'il fouillait dans ses affaires sans soin ni procédure. Ne trouvant aucun téléphone, ses yeux se rétrécirent. « Où l'avez-vous caché » demanda-t-il. « Je n'ai pas pris de téléphone » répéta Zora, gardant son calme comme sa grand-mère le lui avait appris. « Il n'y a aucune preuve parce que je n'ai rien fait de mal. Il devrait y avoir des images de sécurité que vous pouvez vérifier. » Karen Thompson ricana. Elle a probablement un complice. Ces gens travaillent toujours en groupe. Le racisme ordinaire plana dans l'air, non contesté, tandis que l'officier Reeves hocha la tête en signe d'accord. Sans avertissement, il sortit ses menottes. Jusqu'à ce que nous réglions ça, vous êtes placé en détention pour suspicion de vol. Le métal froid s'enfonça dans les poignets de Zora alors que Reeves serrait les menottes bien plus que nécessaire. Elle grimaça alors qu'elle lui coupait la peau, faisant perler de minuscules gouttes de sang. « Elles sont trop serrées, dit-elle doucement. Elle me coupe. » Reeves l'ignora complètement. La petite foule d'employés du centre commercial et de personnel de sécurité observait impassiblement une élève modèle sans casier judiciaire être menottée comme une criminelle dangereuse. Zora prit une profonde inspiration, se recentrant. « J'aimerais appeler ma mère maintenant. C'est mon droit de passer un appel téléphonique. » L'officier Reeves haussa un sourcil. « Et qui est votre mère ? Quelqu'un d'important ?» Le sarcasme dégoulinait de ses mots. Zora rencontra son regard avec fermeté. « Ma mère est le colonel Vanessa Manning. Elle sert dans les forces spéciales au Pentagone. » La pièce éclata de rire moqueur, mené par l'officier Reeves. « Bien sûr, ricana-t-il. Et mon père est le président. Écoutez, ma petite, inventer des histoires sur votre famille ne changera rien à votre situation. » Son insistance sur votre famille portait des sous-entendus raciaux indubitables. Belle tentative, cela dit. Très créatif. Il se pencha plus près, sa voix s'abaissant. Des gens comme vous pensent toujours qu'ils peuvent s'en sortir par la parole, mais je fais ce travail depuis 20 ans. Je connais votre genre. Le préjugé flagrant stupéfia même Zora, qui avait pourtant connu sa part de discrimination. Elle ne dit rien, laissant le poids de ses mots planer dans l'air, l'incriminant bien plus efficacement que toute réponse qu'elle aurait pu offrir. Après un moment de silence tendu, Reeves haussa les épaules. « Très bien, passez votre appel. Voyons cette mère colonel à vous. » Il déverrouilla son téléphone et le tendit d'un air moqueur, s'attendant clairement à ce que l'appel expose un autre mensonge. Avec dignité, malgré ses poignets ensanglantés, Zora récita le numéro de sa mère. Alors que le téléphone commençait à sonner, un éclair de détermination traversa son visage. Elle savait exactement ce qui allait arriver. Le colonel Vanessa Manning était assise parfaitement droite dans sa chaise, dans la salle de briefing sécurisée du Pentagone. Son attention était fixée sur les écrans de projection affichant des images satellites de menaces potentielles en Europe de l'Est. 20 ans de service militaire l'avaient entraîné à compartimenter, à séparer le chaos des conflits mondiaux de la précision ordonnée de sa prise de décision. Première femme noire jamais acceptée au sein de la Delta Force, Vanessa avait passé sa carrière à défier les attentes et à briser les barrières. Sa poitrine portait le poids de nombreuses médailles, dont une étoile d'argent pour bravoure au combat lors d'opérations qu'elle ne pourrait jamais discuter publiquement. Le téléphone sécurisé dans sa poche vibra silencieusement, une sensation qu'elle ignorait généralement lors des briefings de haut niveau. Quelque chose la poussa à le vérifier cette fois, peut-être un instinct maternel qui transcendait même le protocole militaire. En voyant le numéro de Zora, l'inquiétude apparut immédiatement derrière son expression professionnellement neutre. Sa fille n'appelait jamais pendant les heures de classe, à moins que quelque chose n'allait pas. Excusez-moi, généraux, je dois prendre cet appel. Urgence familiale, déclara-t-elle avec l'autorité tranquille qui l'avait aidé à naviguer à la fois dans les zones de combat et dans la politique du Pentagone. Les généraux 4 étoiles acquiescèrent respectueusement tandis qu'elle sortait. Zora, qu'est-ce qui ne va pas, répondit-elle, sa voix passant instantanément de celle de commandante à celle de mère. Le bruit de fond lui indiqua que Zora n'était pas à l'école. Maman, la voix de Zora était contrôlée mais tendue, d'une manière que seule une mère aurait reconnue. Je suis détenue au bureau de sécurité du centre commercial Westfield. Quelqu'un m'a accusé d'avoir volé son téléphone. Je suis menottée et ils ne veulent pas vérifier les images de sécurité. Ils se moquent de moi parce que je leur ai dit qui tu étais. Vanessa traita cette information avec une efficacité digne d'un champ de bataille,
notant la retenue dans la voix de sa fille qui masquait la peur et la douleur. « Es-tu blessé » demanda-t-elle sèchement. « Les menottes sont trop serrées. Elle me coupe les poignets, et tout le monde ici. » Et Zora marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, sachant qu'elle était sur haut-parleur, faisant des suppositions basées sur mon apparence. À ce moment-là, Vanessa sentit le double fardeau familier qu'elle avait porté tout au long de sa carrière, servir un pays qui ne servait pas toujours les gens qui lui ressemblaient, ainsi qu'à sa fille. « J'arrive. Reste calme. Ne leur donne rien. Je serai là dans 30 minutes. » En raccrochant, l'esprit de Vanessa revint aux innombrables conversations qu'elle avait eues avec Zora sur la façon de naviguer dans un monde qui la jugerait parfois injustement. Elles avaient répété des scénarios, discuté de réponses, développé des stratégies, préparant sa fille au combat d'une manière qu'aucun parent ne devrait avoir à faire. Elle rentra dans la salle de briefing juste assez longtemps pour s'excuser officiellement. Le lieutenant Cooper poursuivra le briefing. J'ai une situation familiale qui demande une attention immédiate. Sans attendre de réponse, elle se dirigea résolument vers son bureau, passant déjà des appels. D'abord à son commandant, le général Marcus A. Monsieur, ma fille est détenue illégalement au Westfield Mall. J'ai besoin d'une permission d'urgence et peut-être d'un soutien. Qui avait servi aux côtés de Vanessa dans 3 zones de combat, n'hésita pas, allez-y, prenez toutes les ressources dont vous avez besoin. Tenez-moi au courant. Ensuite, un appel au major Terence Williams, avocat du corps des avocats généraux, JAG Corps, et ami de longue date. Terence, Zora est détenue au Westfield Mall. Situation de profilage racial. Rejoins-moi là-bas dès que possible avec tous les documents juridiques dont tu as besoin pour faire cesser cela. Son dernier appel fut au capitaine Elena Rodriguez, police militaire. Elena, j'ai besoin de toi au bureau de sécurité du Westfield Mall. Apporte un kit médical. Ils ont ma fille avec des menottes excessivement serrées. Alors qu'elle troquait son uniforme formel contre des vêtements civils, choisissant délibérément une tenue qui ne révélerait pas immédiatement son statut militaire, l'esprit de Vanessa revint sur des incidents passés. La fois où le projet scientifique de Zora avait été mis en question parce que l'enseignant ne pouvait croire qu'elle avait fait le travail elle-même, l'agent de sécurité qui les avait suivis dans un grand magasin de luxe, le recruteur universitaire qui avait suggéré à Zora d'envisager des écoles moins compétitives malgré son excellente moyenne. Chaque souvenir alimentait sa fureur contrôlée alors qu'elle naviguait dans le trafic de l'après-midi d'Atlanta, calculant mentalement des itinéraires et des alternatives comme une mission tactique. Les 28 minutes de trajet lui donnèrent le temps de se rappeler avoir enseigné à Zora, à l'âge de 7 ans, comment réagir si elle était arrêtée par la police. Gardez vos mains visibles. Parlez respectueusement, mais connaissez vos droits. Ne faites pas de mouvements brusques. Des leçons qu'aucun enfant ne devrait avoir besoin, mais essentielles à la survie. Elle se souvint de la question innocente de Zora, mais si je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'arrêterait-il ? L'impossibilité de répondre honnêtement à cette question sans ternir l'esprit brillant de sa fille avait presque brisé le cœur de Vanessa. Pourtant, elle avait trouvé un moyen de préparer Zora aux injustices du monde tout en préservant son estime de soi. Parce que parfois les gens font des erreurs basées sur la peur, avait-elle expliqué, votre travail est de rester en sécurité jusqu'à ce que ces erreurs puissent être corrigées. 20 minutes après avoir reçu l'appel de Zora, Vanessa se gara sur le parking du Westfield Mall, positionnant sa voiture pour un départ rapide. Elle envoya un SMS à son équipe avec leur point de rendez-vous précis, puis appela de nouveau son avocat. J'entre en premier. Donnez-moi 5 minutes, puis suivez. Je veux voir comment il se comporte quand il pense que je ne suis qu'une autre mer Noire. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur, rangeant sa carte d'identité militaire dans sa poche mais hors de vue immédiate. Sa posture, son maintien et sa présence avaient été façonnés par des décennies de commandement, quelque chose qu'aucun vêtement civil ne pouvait dissimuler. Prenant une profonde inspiration, elle se recentra comme elle l'avait fait avant d'innombrables missions dangereuses. Cette fois, cependant, les enjeux semblaient encore plus élevés. Il ne s'agissait pas de sécurité nationale ou de menaces étrangères. Il s'agissait de sa fille, la jeune femme brillante et gentille qui représentait tout ce que Vanessa avait combattu pour protéger. Alors qu'elle marchait vers l'entrée du centre commercial, son téléphone vibra avec les confirmations de ses collègues militaires, tous convergeant vers l'endroit depuis différentes directions. Le colonel Vanessa Manning avait mené des troupes au combat, mené des opérations classifiées en territoire hostile et fait face au feu ennemi sans ciller.
Mais rien ne l'avait préparée à la fureur froide qu'elle ressentait en sachant que son enfant souffrait à cause des mêmes préjugés qu'elle avait combattus tout au long de sa carrière. La porte vitrée automatique s'ouvrit et elle entra dans le centre commercial avec l'intensité ciblée d'un soldat entrant en territoire ennemi. Cela ne passerait pas. Le colonel Vanessa Manning pénétra dans le Westfield Mall avec la précision calculée qui était devenue une seconde nature après des années d'opérations militaires. Bien que vêtue de vêtements civils jean foncé, chemisier bordeaux et blazer noir ajusté, elle se déplaçait avec une autorité indéniable. Ses yeux balayaient l'environnement avec une conscience tactique, notant les sorties, les caméras et le flux des acheteurs insouciants. Les agents de sécurité du centre commercial posté près de l'entrée se redressèrent involontairement à son passage, réagissant instinctivement à sa présence imposante sans comprendre pourquoi. Suivant les indications vers le bureau de sécurité, Vanessa maintint un rythme posé, sa respiration contrôlée malgré la rage bouillonnant sous son extérieur composé. La porte du bureau de sécurité était fermée mais déverrouillée. Sans frapper, elle l'ouvrit et entra, absorbant instantanément chaque détail de la scène. Zora était assise menottée à une chaise, du sang visible sur ses poignets. L'officier Reeves se tenait au-dessus d'elle avec une posture de mépris. Le directeur du magasin se tenait à proximité tandis que l'accusatrice bien habillée était confortablement assise dans un coin, consultant son téléphone. Des agents de sécurité flanquaient la porte, leurs expressions passant de l'ennui à la surprise à l'entrée de Vanessa. Dans le silence momentané qui suivit son entrée, Vanessa croisa le regard de sa fille, communiquant des volumes sans mots. Le léger signe de tête de Zora confirma qu'elle tenait bon malgré l'humiliation et l'inconfort physique. « Je suis Vanessa Manning, la mère de Zora », déclara-t-elle, sa voix portant le même ton que celui qu'elle utilisait pour briefer les responsables du Pentagone. « Je veux que ces menottes soient retirées de ma fille immédiatement. » L'officier Reeves leva à peine les yeux, son attitude dédaigneuse palpable. « Madame, votre fille est détenue pour enquête de vol. Nous nous occuperons des menottes lorsque nous aurons fini de l'interroger. » Son ton condescendant montrait clairement qu'il s'attendait à la soumission d'un autre parent noir intimidé. « Officier Reeves », répondit Vanessa délibérément, utilisant son nom, bien qu'il ne portât aucune identification visible. « Ma fille présente des blessures visibles dues à des contraintes mal appliquées. Vous n'avez aucune preuve d'un crime, vous lui avez refusé la procédure régulière et vous violez actuellement les règlements du département concernant la détention de mineurs. » La précision de ses connaissances fit que Reeves leva les yeux, la réévaluant avec des yeux plissés. « Et comment exactement connaîtriez-vous les règlements du département ?» Son ton restait dédaigneux, mais un éclair d'incertitude était apparu dans son expression. Sans répondre, Vanessa fouilla dans sa poche et posa sa carte d'identité militaire sur la table, la positionnant de manière à ce que tout le monde dans la pièce puisse voir le grade et les classifications spéciales. Colonel Vanessa Manning, force spéciale de l'armée des États-Unis, actuellement en poste au Pentagone avec une habilitation de sécurité de niveau 8. Maintenant, retirez ces menottes à ma fille avant que cela ne dépasse votre contrôle. La température de la pièce sembla baisser de plusieurs degrés alors que Reeves fixait la carte d'identité. Le directeur du magasin, Garrett Wilson, se déplaça inconfortablement. Karen Thompson, l'accusatrice, trouva soudain un grand intérêt à examiner sa manucure. Les agents de sécurité échangèrent des regards, sentant le changement dramatique dans la dynamique du pouvoir. Reeves, cependant, redoubla d'efforts. Jouer la carte raciale avec une carte d'identité militaire ne change pas la procédure, dit-il, bien que sa voix eût perdu de son assurance. Nous avons une accusation crédible d'un témoin fiable. Il fit un geste vers Karen Thompson. Nous gérons cela selon les règles de l'art. L'expression de Vanessa ne changea pas, mais sa voix prit une qualité d'acier familière à ceux qui avaient servi sous son commandement. Quel livre serait ce, officier? Celui qui dit que vous détenez et menottez des mineurs sans preuve. Celui qui dit que vous ignorez les demandes de révision des images de sécurité? Ou peut-être celui qui vous encourage à appliquer des contraintes suffisamment serrées pour provoquer des saignements? Elle se tourna légèrement vers le directeur du magasin. Monsieur Wilson, je suppose que votre magasin a une politique écrite concernant les accusations de vol. Elle exige une vérification par les images de sécurité avant toute détention. Ces images ont-elles été examinées? Le visage de Wilson rougit. Nous n'avons pas besoin de vérifier les images quand nous avons un témoin oculaire, balbutia-t-il, faisant un geste vers Karen. Le regard de Vanessa se déplaça vers Karen Thompson, qui étudiait maintenant attentivement ses sacs de course. Et vous êtes si certaine que ma fille a pris votre téléphone que vous êtes prête à en témoigner sous serment devant un tribunal?
avec des pénalités potentielles pour fausses accusations? Avant que Karen ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau alors que le major Terence Williams entrait, vêtu de son uniforme du corps des avocats généraux, JAG Corps, et portant une mallette en cuir. Colonel Manning, il hocha la tête professionnellement. J'ai pris la liberté de contacter le chef de police Garcia concernant cette situation. Il envoie ses salutations à l'officier Reeves et demande une mise à jour immédiate. La mention de son supérieur fit pâlir légèrement Reeves. Le capitaine Elena Rodriguez entra ensuite, son uniforme de police militaire impeccable. Colonel, l'équipe médicale est en attente et j'ai sécurisé le périmètre comme demandé. Cette terminologie militaire, impliquant une opération beaucoup plus vaste, fut délibérément choisie pour déstabiliser tout le monde dans la pièce. Vanessa fit un signe de tête à ses collègues avant de se tourner vers l'officier Reeves. Maintenant, recommençons. Retirez ces menottes. Fournissez des soins médicaux à ma fille. Et examinons les images de sécurité qui auraient dû être vérifiées avant que tout cela ne se produise. Lorsque Reeves hésita, le major Williams s'avança. Peut-être n'ai-je pas été clair, officier. Le chef de police Garcia attend personnellement votre appel. Dois-je composer son numéro pour vous? La mention du chef de police une seconde fois finit par faire effet. Reeves déverrouilla à contre-cœur les menottes de Zora, révélant des marques rouges et profondes là où le métal avait entaillé sa peau. Le capitaine Rodriguez se précipita immédiatement aux côtés de Zora avec un kit de premiers secours, traitant et documentant professionnellement les blessures. Pendant ce temps, le sac à main de créateur de Karen Thompson émit une sonnerie familière. Tout le monde dans la pièce se figea alors qu'elle fouillait précipitamment dans son sac, en extrayant un iPhone identique à celui qu'elle avait accusé Zora de voler. La couleur quitta son visage alors qu'elle éteignait rapidement le téléphone. « Serait-ce votre téléphone prétendument volé, mademoiselle Thompson ?» demanda Vanessa calmement. « Ou peut-être avez-vous deux modèles identiques ?» Le directeur du magasin commença à se diriger vers la porte tandis que Karen balbutiait. « J'ai dû le rater. Simple erreur. Pas de mal fait. » « Pas de mal ?» La voix de Vanessa resta calme mais porta dans la pièce maintenant silencieuse. « Ma fille saigne. Elle a été publiquement humiliée, menottée et accusée d'un crime sans preuve. Et vous appelez ça pas de mal? Que pensez-vous du déroulement de cette situation jusqu'à présent? Commentez le numéro 1 si vous pensez que l'officier Reeves devrait être sanctionné pour ses actions, ou le numéro 2 si vous pensez qu'il faisait simplement son travail. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez déjà été dans une situation où vous avez été jugé injustement, et abonnez-vous pour voir comment le colonel Manning gère la suite des événements. La confrontation ne fait que commencer. Mais que se passera-t-il lorsque les véritables motivations de Karen seront révélées? Et comment l'officier Reeves réagira-t-il lorsque son supérieur arrivera sur les lieux? Restez à l'écoute pour découvrir à quel point cette discrimination est profonde. Le bureau de sécurité fut plongé dans un silence gênant tandis que le capitaine Rodriguez continuait de soigner les poignets blessés de Zora. Le colonel Manning se tenait inébranlable, son attention maintenant portée sur l'écran de surveillance du centre commercial, où des images du magasin d'électronique défilaient à l'envers. Le chef de la sécurité du centre commercial, un homme nerveux nommé Denny Parker, était soudainement apparu et avait offert sa pleine coopération après un seul appel téléphonique du chef de police Garcia. Là, indiqua Vanessa sur l'écran alors que la vidéo montrait clairement Karen Thompson plaçant son téléphone dans le sac qu'elle portait depuis le début. L'horodatage indiquait que cela s'était produit 5 minutes avant son accusation. « Repassez là » demanda le major Williams, enregistrant la séquence avec son téléphone comme preuve. Parker s'exécuta, et la pièce observa Karen Thompson mettre délibérément son téléphone dans son sac, jeter un coup d'œil furtif autour d'elle, puis faire une scène au sujet de sa disparition. La séquence continua, la montrant spécifiquement cibler Zora malgré la présence de plusieurs autres clients plus proches d'elle. Accédez maintenant au profil client de mademoiselle Thompson dans votre système, instruisit Vanessa à Parker, qui tapa rapidement des commandes sur l'ordinateur. Ses sourcils se levèrent alors que l'écran affichait des informations. Elle a déposé cette plainte similaire au cours des 14 derniers mois, révéla-t-il, faisant défiler les données. Toutes contre eux, sa voix s'estompa alors qu'il remarquait le schéma, contre des clients de couleur. Le major Williams compléta pour lui, prenant des captures d'écran. Et quelles mesures ont été prises lors de ces incidents précédents? Parker déglutit difficilement. Détention de sécurité dans tous les cas. Police appelée dans 4 cas.
Aucune accusation n'a été portée après que les articles ont été retrouvés ailleurs à chaque fois. Pendant que cette conversation se poursuivait, le capitaine Rodriguez avait discrètement passé ses propres appels. Elle s'approcha de Vanessa avec sa tablette. Colonel, l'officier Reeves a 12 plaintes pour usage excessif de la force dans son dossier, 9 impliquant des suspects issus de minorités. Toutes ont été classées sans suite. L'officier Reeves, qui bouillonnait silencieusement dans un coin, s'avança brusquement. Ce sont des informations confidentielles du personnel. Vous n'avez pas le droit d'y accéder. Rodriguez resta parfaitement calme. En fait, monsieur, lorsqu'un schéma de violation des droits civiques semble possible, le renseignement militaire dispose de pouvoirs spécifiques accordés par la loi de coopération en matière de sécurité intérieure de 2023. C'était une fabrication complète, mais délivrée avec une telle confiance professionnelle que Reeves hésita, incertain. À l'extérieur du bureau de sécurité, l'agitation avait attiré l'attention. Des clients du centre commercial s'étaient rassemblés, beaucoup enregistrant avec leur téléphone. Quelqu'un avait reconnu Zora grâce à son récent championnat scolaire et la nouvelle de la détention injustifiée d'une élève vedette s'était rapidement répandue. Des fourgonnettes des médias locaux pouvaient être vues entrant sur le parking par la fenêtre du bureau de sécurité. Karen Thompson rompit enfin son silence. C'est ridicule. C'était une simple erreur que n'importe qui aurait pu faire. Je suis en retard pour un rendez-vous. Elle se leva pour partir, mais le capitaine Rodriguez bloqua poliment mais fermement son chemin. J'ai peur que nous ayons besoin d'une déclaration formelle de votre part, mademoiselle Thompson. Porteur de fausses accusations est une affaire sérieuse. La porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer un homme âgé distingué en uniforme de police orné des insignes du chef de police d'Atlanta. Robert Garcia balaya la pièce d'un regard expérimenté, son regard se durcissant lorsqu'il tomba sur l'officier Reeves. J'ai reçu des rapports inquiétants concernant un incident impliquant un mineur. Je vois qu'il n'était pas exagéré. Son attention se porta sur Zora, son expression s'adoucissant. Allez-vous bien, jeune femme? Avant que Zora ne puisse répondre, Karen Thompson tenta de profiter de la distraction pour s'échapper par la porte. Elle fut arrêtée par l'arrivée d'un autre officier qui accompagnait le chef. Karen Thompson, demanda l'officier. Nous avons quelques questions concernant un schéma d'incident similaire au North Lake Mall et au Perimeter Center. Le sac à main de créateur de Karen glissa de ses doigts, tombant au sol avec un bruit sourd. C'est du harcèlement. J'étais la victime ici. Alors que l'attention se concentrait sur Karen, le directeur du magasin, Garrett Wilson, tenta sa propre sortie discrète, mais fut intercepté par le major Williams. Monsieur Wilson, nous aurons besoin d'accéder à tous les rapports d'incidents concernant les accusations de vol dans votre magasin au cours des 2 dernières années. Le visage de Wilson pâlit. Ce sont des documents d'entreprise confidentiels. Pas lorsqu'il concerne une potentielle enquête sur les droits civiques, rétorqua Williams avec aisance. Pendant que cet échange avait lieu, Zora resta digne malgré son épreuve. Le technicien médical arrivé avec le chef de police Garcia confirma que, bien que ses poignets subiraient des ecchymoses importantes, aucun dommage permanent n'avait été causé. Tout au long de cela, l'officier Reeves était devenu de plus en plus agité, sa main se déplaçant inconsciemment vers son arme plusieurs fois avant de s'arrêter. C'est complètement disproportionné, s'exclama-t-il finalement. Nous avons reçu une plainte et avons agi conformément à la procédure. Le chef de police Garcia se tourna vers lui avec un regard dur. Quelle procédure vous a autorisé à menotter un mineur si fort que cela a provoqué des saignements? Quelle procédure vous a dit d'ignorer les demandes de vérification des preuves qu'il aurait immédiatement disculpées? Avant que Reeves ne puisse répondre, le chef continua, et puisque nous parlons de procédure, où sont les images de votre caméra corporelle de cet incident? Reeves toucha instinctivement sa poitrine là où la caméra aurait dû se trouver. Dysfonctionnement technique. Je l'ai signalé la semaine dernière. Intéressant, interrompit le capitaine Rodriguez, vérifiant sa tablette. Selon les registres du département, votre caméra était certifiée fonctionnelle lors du contrôle d'équipement ce matin. Les agents de sécurité du centre commercial qui avaient initialement détenu Zora avaient été des témoins silencieux de la scène. Maintenant, le plus jeune des deux, Brad Reynolds, s'avança hésitamment. Monsieur, s'adressa-t-il au chef de police, je pense que je devrais dire quelque chose. Nous avons reçu des instructions de la direction de porter une attention particulière à certains types de clients. Il ne put soutenir le regard de Zora en parlant. Wilson explosa immédiatement. C'est un mensonge.
Nous n'avons jamais donné de telles instructions. Brad sortit son téléphone. J'ai enregistré notre dernière réunion de personnel parce que j'étais mal à l'aise avec les directives. Il offrit le téléphone au chef Garcia, qui écouta avec un froncement de sourcils de plus en plus profond avant de le passer au major Williams. Une autre arrivée interrompit la tension alors qu'une femme en tailleur coûteuse entra, se présentant comme Jennifer Haynes, conseillère juridique générale de la société mère du Westfield Mall. Après une évaluation rapide de la situation, elle se tourna vers le colonel Manning. Au nom de Westfield Property, je tiens à exprimer nos plus profondes excuses pour cet incident. Nous souhaiterions offrir un règlement immédiat pour éviter des litiges inutiles. Vanessa la regarda froidement. Madame Haynes, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'un problème systémique que les chèques de règlement enterrent commodément. Combien d'autres familles sans connexion au Pentagone ont subi un traitement similaire? Le sourire professionnel de l'avocate vacilla. Pendant ce temps, Zora avait remarqué quelque chose sur l'écran de sécurité qui affichait toujours des images de l'intérieur du magasin. Maman, dit-elle doucement, montrant l'écran. Tout le monde se tourna pour voir les images en direct montrant le gérant du magasin, Wilson, accédant hâtivement au système de sécurité sur l'ordinateur principal du magasin. Le major Williams décrocha immédiatement son téléphone. Violation de sécurité en cours au bureau principal d'Electromax. Des preuves sont en train d'être altérées. En quelques instants, la sécurité du centre commercial se précipita dans le magasin à l'écran, empêchant Wilson de terminer la suppression qu'il avait tentée. Comme si la situation ne pouvait pas devenir plus chaotique, le mari de Karen Thompson arriva, un homme imposant en costume qui commença immédiatement à proférer des menaces. Monte, je suis Richard Thompson de Thompson, Blackwell et Price. Cette détention est illégale et nous allons déposer des plaintes pour diffamation et harcèlement. Le chef de police Garcia le regarda calmement. Monsieur Thompson, votre femme a été enregistrée en train de dissimuler des preuves pour accuser faussement une mineure. Je vous suggère de peser vos prochains mots très attentivement. À l'extérieur, la foule avait considérablement grossi à mesure que la nouvelle se répandait via les réseaux sociaux. L'équipe de presse locale avait installé des caméras, interrogeant des témoins qui avaient vu Zora être escortée à travers le centre commercial, menottée. L'histoire était déjà en tête des tendances locales sous justice pour Zora. À l'intérieur du bureau de sécurité de plus en plus bondé, Zora resta le calme au centre de la tempête. Malgré son épreuve, elle était assise avec une posture parfaite, son t-shirt de la NASA un rappel poignant de ses aspirations universitaires qui avaient été temporairement perturbées par des préjugés flagrants. Les images de sécurité continuaient de défiler sur plusieurs écrans, révélant des angles supplémentaires qui montraient Karen cherchant délibérément une jeune personne de couleur à accuser, ignorant plusieurs adolescents blancs qui étaient plus proches d'elle. Les preuves devenaient de plus en plus accablantes à chaque minute. Pourtant, l'officier Reeves restait défiant. Karen Thompson insistait sur le fait que tout n'était qu'un malentendu, et le gérant du magasin Wilson tentait toujours de défendre ses actions. Alors que le personnel médical terminait de bander les poignets de Zora, le colonel Manning s'agenouilla à côté de sa fille. « Es-tu prête à rentrer à la maison, ou veux-tu voir cela jusqu'au bout » demanda-t-elle doucement. Zora regarda autour de la pièce les conséquences du profilage racial qui se déroulait habituellement de manière cachée et impunie. « Je veux rester » répondit-elle avec détermination dans la voix. « Quelqu'un doit s'assurer que cela ne disparaisse pas. » Vanessa hocha la tête avec fierté, se levant pour faire face au chef de police. « Nous allons déposer des accusations formelles, déclara-t-elle fermement, non seulement contre mademoiselle Thompson, mais aussi contre l'officier Reeves pour usage excessif de la force et contre Electromax et Westfield Mall pour pratiques discriminatoires. » Comme par un fait exprès, 3 autres personnes entrèrent dans le bureau déjà bondé, l'éminent avocat des droits civiques Benjamin Harris, accompagné de 2 jeunes femmes qui eurent un hoquet en voyant Karen Thompson. « C'est elle, dit l'une d'elles. C'est la femme qui m'a accusé d'avoir volé son portefeuille au Perimeter Mall le mois dernier. » Les fils d'un schéma de discrimination beaucoup plus vaste commençaient à s'entrecroiser, révélant une tapisserie d'injustice qui était restée incontestée pendant bien trop longtemps. L'officier Reeves, de plus en plus acculé à mesure que les preuves s'accumulaient contre lui, tendit la main vers sa radio. « Dispatch, j'ai besoin d'unités supplémentaires au bureau de sécurité du Westfield Mall. La situation dégénère. » Ses yeux se posèrent nerveusement sur le colonel Manning, le chef de police Garcia et le personnel militaire qui avait transformé ce qui aurait dû être une détention de vol de routine en un désastre menaçant sa carrière. En quelques minutes, 3 policiers supplémentaires se précipitèrent dans le bureau de sécurité déjà bondé,
les mains posées près de leurs armes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le chef Garcia. Leur posture agressive s'adoucit immédiatement pour laisser place à la confusion alors qu'ils essayaient de comprendre la scène, des officiers militaires, leur propre chef de police, du personnel médical s'occupant d'une adolescente, et leurs collègues Reeves semblant de plus en plus isolés. Pendant ce temps, dans le bureau principal d'Electromax, une caméra de sécurité filmait le gérant du magasin, Garrett Wilson, tapant frénétiquement des commandes sur le système informatique du magasin. Supprimez toutes les images de sécurité des secteurs 3 à 7 pour les 2 dernières heures, marmonna-t-il, ignorant que ces actions étaient diffusées sur les écrans du bureau de sécurité. Le major Williams sortit immédiatement son téléphone, tapant rapidement. Ordre de tribunal d'urgence envoyé pour préserver tous les enregistrements électroniques, vient d'être livré au serveur du Westfield Mall. Toute suppression constitue maintenant une altération de preuve fédérale. L'écran de l'ordinateur de Wilson se figea soudain, affichant un message, système verrouillé par ordre judiciaire. De retour au bureau de sécurité, Zora commença à montrer des signes du stress qu'elle avait réprimé. Ses mains tremblaient légèrement et la couleur avait quitté son visage. Le technicien médical le remarqua immédiatement, prenant son pouls et fronçant les sourcils. Elle montre des signes de choc, sa tension artérielle baisse. Nous devons lui apporter des soins médicaux appropriés. Le colonel Manning se trouva tiraillé entre 2 impératifs, prendre soin de sa fille et s'assurer que justice soit rendue. Sans hésitation, elle privilégia Zora. Nous avons besoin d'une ambulance, déclara-t-elle fermement, sa voix ne souffrant aucune contestation. Alors que le capitaine Rodriguez passait l'appel, le propriétaire du centre commercial, Frederick Jenkins, arriva, le visage tendu d'inquiétude face à la présence médiatique croissante à l'extérieur. Que se passe-t-il ici? Il y a des fourgonnettes de presse sur le parking. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il observait la scène, la reconnaissance naissant en apercevant le chef Garcia et les uniformes militaires. Monsieur Jenkins, Vanessa s'adressa à lui directement. Votre centre commercial a un grave problème de pratique de sécurité discriminatoire. Ma fille a été physiquement blessée et publiquement humiliée à cause de politiques que vous avez soit mises en œuvre, soit laissées prospérer. Jenkins passa immédiatement en mode gestion de crise. C'est clairement un regrettable malentendu. Westfield Mall s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion. Nous aimerions offrir une compensation pour tout désagrément. Désagrément? Vanessa le coupa, désignant les poignets bandés de Zora. Est-ce ainsi que vous appelez la séquestration et les blessures physiques infligées à une mineure? Avant que Jenkins ne puisse répondre, la situation de la famille Thompson s'aggrava. Richard Thompson avait passé des appels téléphoniques de plus en plus bruyants dans un coin et s'approcha maintenant avec une confiance renouvelée. Je me suis entretenu avec le juge Hamilton, qui est un ami personnel. Toute cette situation est exagérée. Ma femme a commis une erreur honnête et nous nous attendons à ce que tous les appareils d'enregistrement soient remis immédiatement afin d'éviter toute diffusion diffamatoire de séquences trompeuses. Le major Williams esquissa un mince sourire. Monsieur Thompson, tenter d'utiliser des relations personnelles pour influencer une enquête active pourrait être interprété comme une obstruction à la justice. Quant aux images, elles ont déjà été transmises à des serveurs militaires et policiers sécurisés comme preuve. À l'extérieur, la situation prenait sa propre vie. Des vidéos de Zora étant escortée à travers le centre commercial, menottée, étaient devenues virales, atteignant des centaines de milliers de vues en une heure. Des leaders locaux des droits civiques étaient arrivés après avoir vu l'explosion sur les réseaux sociaux, et une foule de sympathisants grandissait, beaucoup brandissant des pancartes faites à la hâte exigeant justice. À l'intérieur du centre commercial, les clients étaient divisés, certains s'arrêtant pour rejoindre la manifestation tandis que d'autres se plaignaient de la perturbation. Les réactions polarisées révélaient des tensions communautaires profondes qui couvaient sous la surface. Pendant que le personnel médical s'occupait de Zora, l'officier Reeves fit un geste désespéré. « Colonel Manning, vous interférez avec les affaires de la police. Je vous arrête ?» Il se dirigea vers Vanessa, menotte en main. La pièce se figea d'incrédulité face à cette incroyable erreur de jugement. Le chef Garcia s'interposa, sa voix dangereusement calme. « Officier Reeves, retirez-vous immédiatement. Votre insigne et votre arme, s'il vous plaît. » Reeves cligna des yeux, sous le choc. « Quoi? Vous ne pouvez pas. » « Je peux et je le fais. Vous êtes suspendu avec effet immédiat en attendant une enquête pour usage excessif de la force, manquement aux procédures du département et falsification de rapports d'équipement. » Le chef tendit la main, avec un air d'attente.
Insigne et arme, maintenant. La tension dans la pièce était palpable alors que Reeves, lentement, à contre-cœur, rendait son arme et son insigne, le visage tordu de rage refoulé. Le propriétaire du centre commercial, voyant la situation se détériorer davantage, tenta une autre approche. Peut-être devrions-nous déplacer cette discussion dans un endroit plus privé. La présence des médias est préoccupante. Et la présence des médias est exactement ce qu'il faut, interrompit une nouvelle voix. Le révérend Marcus Johnson de la First Baptist Church était arrivé, accompagné d'autres leaders communautaires qui avaient vu les événements se dérouler sur les réseaux sociaux. Trop d'incidents comme celui-ci se produisent à huis clos, ce qui leur permet d'être enterrés et oubliés. Comme pour confirmer son propos, l'un des agents de sécurité qui avait initialement détenu Zora s'avança. « Je veux faire une déclaration, dit Brad Reynolds, sa voix tremblant légèrement. On nous a spécifiquement demandé de cibler certains clients en fonction de... » Il hésita, puis continua, en fonction de profils raciaux. Le gérant Wilson nous a dit de surveiller les jeunes urbains qui ne semblaient pas pouvoir se permettre de faire leurs achats ici. Wilson bredouilla de déni, mais fut interrompu par plusieurs employés d'Electromax qui s'étaient rassemblés à la porte, ayant entendu parler de l'incident. C'est vrai, dit une jeune femme en uniforme du magasin. On nous a dit de suivre certains clients et d'en ignorer d'autres. J'ai des emails le prouvant. L'équipe d'ambulance arriva, évaluant professionnellement Zora et se préparant à la transporter à l'hôpital. Le colonel Manning se tenait aux côtés de sa fille, maintenant sa présence imposante malgré son inquiétude. J'accompagnerai ma fille à l'hôpital. Major Williams, veuillez continuer à documenter toutes les déclarations et preuves. Capitaine Rodriguez, coordonnez-vous avec le chef Garcia pour vous assurer que tous les dossiers pertinents sont sécurisés. Tandis que les techniciens médicaux transféraient soigneusement Zora sur une civière, elle tendit la main vers celle de sa mère. Maman, dit-elle, sa voix ferme malgré son état physique. Il ne s'agit pas seulement de moi. Nous devons nous assurer que cela cesse d'arriver à tout le monde. Vanessa serra la main de sa fille, immensément fière de son courage et de sa clarté, même en ce moment de traumatisme personnel. Nous le ferons, promit-elle, sa détermination s'endurcissant. Cela s'arrête maintenant. Alors qu'il se préparait à partir pour l'hôpital, Richard Thompson fit une dernière tentative pour contrôler le récit. C'est absurde. Ma femme est victime d'une chasse aux sorcières. Je poursuivrai en justice tous les impliqués pour diffamation. Sa menace tomba à plat alors que le chef de police Garcia s'approchait de lui. Monsieur Thompson, sur la base des preuves que nous avons examinées et de l'historique de votre femme en matière de faux rapports similaires, nous enquêtons sur elle pour dépôt de faux rapports de police, potentielles accusations de crimes de haine et gaspillage des ressources policières. Vous voudriez peut-être vous assurer une représentation légale spécialisée en défense pénale plutôt qu'en tactique d'intimidation. La foule s'écarta respectueusement alors que Zora était emmenée vers l'ambulance qui l'attendait, le colonel Manning marchant à ses côtés avec une posture militaire parfaite malgré la tourmente émotionnelle sous son extérieur composé. Derrière eux, la situation dans le centre commercial continuait de se dérouler avec davantage de témoins se présentant, davantage de preuves de pratiques discriminatoires étant découvertes, et les conséquences se propageant comme des ondes dans un étang. Ce qui avait commencé comme une fausse accusation d'une femme contre une adolescente noire avait exposé un problème systémique qui ne pouvait plus être ignoré ou nié. Et au centre de tout cela se trouvait une élève de 16 ans, Honorée, dont la dignité face à l'injustice inspirait tous ceux qui en étaient témoins. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital Atlanta Memorial enveloppait Zora tandis que les médecins examinaient ses poignets plus en détail. La salle d'urgence bourdonnait d'activité, mais dans la zone d'examen séparée par un rideau, un calme tendu régnait. Le médecin, une femme noire d'âge moyen nommée Dr. Williams, nettoyait soigneusement les coupures causées par les menottes, tandis qu'une infirmière documentait chaque blessure par des photographies. Ces lacérations sont compatibles avec des contraintes appliquées avec une force excessive, déclara le Dr Williams pour le dossier. Il y a des lésions tissulaires qui laisseront des cicatrices si elles ne sont pas correctement traitées. Le colonel Manning se tenait à proximité, son entraînement militaire lui permettant de maintenir un calme extérieur tout en traitant intérieurement la rage que toute mère ressentirait en voyant son enfant blessé. La visite à l'hôpital prit une tournure inattendue lorsque le docteur Williams reconnut le nom de Zora. « Vous êtes la jeune Manning de Westwood High ?» Lorsque Zora hocha la tête, le comportement professionnel du médecin s'adoucit légèrement. « Ma fille était à la foire scientifique régionale le mois dernier. Elle n'arrêtait pas de parler de votre projet de recherche sur les applications de l'énergie solaire. Elle a dit que c'était le travail le plus impressionnant qu'elle ait jamais vu.
Ce bref moment de reconnaissance, de voir Zora pour ses réalisations plutôt que comme suspecte, renforça visiblement l'adolescente. Ses épaules se redressèrent alors qu'un détective de police entrait pour recueillir sa déclaration officielle. Avec une clarté remarquable, Zora raconta chaque détail de l'incident, depuis son entrée dans le magasin jusqu'à son menottage et sa détention. Sa mémoire précise impressionna le détective, qui prit des notes méticuleuses. « Vous avez mentionné que l'officier Reeves a fait des commentaires sur votre genre. Pouvez-vous vous souvenir de ces paroles exactes ?» demanda le détective. Zora cita Reeves mot pour mot, y compris des micro-agressions raciales trop subtiles pour être ouvertement discriminatoires mais indubitables dans leur intention. Pendant qu'elle parlait, un administrateur de l'hôpital apparut à l'entrée, l'air nerveux. « Colonel Manning, une situation est en train de se développer. » Le hall de l'hôpital se remplit de journalistes, et le représentant du syndicat de la police de l'officier Reeves demande à vous parler. Vanessa échangea un regard avec le détective. « J'ai besoin d'un instant avec ma fille. » Lorsqu'elles furent seules, elle prit la main non blessée de Zora. « Cela prend une ampleur inattendue. Es-tu absolument certaine de vouloir poursuivre cela ? Nous pourrions encore accepter un règlement privé et protéger ta vie privée. » Zora rencontra le regard de sa mère avec une détermination inébranlable. « Maman, tu m'as toujours appris que le vrai changement ne vient pas en restant dans sa zone de confort. Combien d'autres enfants ont vécu cela sans avoir une mère dans les forces spéciales ? » La fierté qui gonfla la poitrine de Vanessa faillit submerger son calme militaire. « Très bien, alors. Faisons cela correctement. » Pendant que Zora terminait son traitement médical, le colonel Manning sortit dans le couloir pour passer un appel à son commandant. « Général, la situation a dégénéré. Les médias locaux sont impliqués et il y a des preuves de discrimination systématique à plusieurs niveaux. » Elle résuma brièvement les développements, y compris la suspension de l'officier Reeves et le schéma émerge d'incidents similaires. La réponse de E fut immédiate et ferme. Cela relève de potentielles violations des droits civiques. J'autorise le soutien total de notre équipe juridique et j'ouvre une enquête militaire officielle sur le traitement d'une personne à charge de personnel militaire. Cette classification transforma ce qui aurait pu être rejeté comme un incident local en une affaire fédérale avec des ressources importantes derrière elle. Lorsque Vanessa retourna dans la chambre de Zora, le capitaine Rodriguez l'attendait avec de mauvaises nouvelles. « Colonel, nous avons découvert que ce n'est pas la première plainte pour usage excessif de la force de l'officier Reeves impliquant une famille de militaires. Il y a eu un incident l'année dernière avec le fils d'un marine qui a été discrètement résolu. Les dossiers ont été scellés, mais nous avons demandé l'accès par les voies militaires. Et pendant ce temps, le chef de police Garcia avait initié un examen à l'échelle du département de toutes les plaintes contre l'officier Reeves, découvrant un schéma troublant qui avait été obscurci par la protection interne. Le syndicat de la police faisait déjà pression, publiant une déclaration soutenant Reeves et caractérisant l'incident comme une détention de routine qui a été politisée par des agitateurs extérieurs. Au Westfield Mall, la situation continuait d'évoluer. Le propriétaire du centre commercial, Frederick Jenkins, reconnaissant la grave menace pour son entreprise, avait licencié le gérant Garrett Wilson après avoir examiné des images de sécurité provenant de plusieurs magasins montrant un schéma clair de pratiques de sécurité discriminatoires. Karen Thompson et son mari faisaient face à des problèmes juridiques croissants alors que de plus en plus de victimes de ces fausses accusations se présentaient, y compris 3 personnes à charge de militaires provenant de bases voisines. Le siège social d'Electromax avait publié une déclaration d'urgence se désolidarisant des actions du magasin local et promettant un examen complet des protocoles de sécurité à l'échelle nationale. Les réseaux sociaux ont amplifié l'histoire d'heure en heure. Justice pour Zora était en tête des tendances nationales, des célébrités et des personnalités publiques exprimant leur indignation. Les camarades de classe de Zora avaient organisé une manifestation devant le centre commercial qui avait réuni des centaines de participants. Lorsque Zora fut finalement sortie de l'hôpital ce soir-là, ses poignets bandés rappelant de façon poignante les événements de la journée, elle fut surprise de trouver son professeur de chimie AP, Monsieur Harrington, qui l'attendait dans le hall. « Vos camarades de classe m'ont envoyé », expliqua-t-il. « Ils voulaient que vous sachiez qu'ils ont réuni toutes les fournitures pour votre projet et terminé la configuration initiale. Ils ont dit de vous dire que vous devriez vous concentrer sur votre rétablissement pendant qu'ils gèrent les préliminaires. » Ce petit acte de solidarité fit couler les premières larmes que Zora s'était permise de verser de la journée. Le lendemain matin, alors que Zora se reposait à la maison, le colonel Manning reçut un appel inattendu d'une éminente avocate des droits civiques, Helen Washington, qui proposa de représenter Zora bénévolement.
cette affaire a le potentiel de créer un précédent significatif concernant les procédures de détention pour les mineurs et le profilage racial dans les milieux commerciaux, expliqua Washington. Et franchement, le calme et l'éloquence de votre fille en font une plaignante idéale. Vanessa prit l'information, mais expliqua qu'elle devait discuter des options avec Zora et leur équipe juridique militaire existante. Lorsqu'elle évoqua la possibilité de régler l'affaire à l'amiable pour protéger la vie privée de Zora, la réponse de Washington fut une source de réflexion. Colonel, d'après ce que j'ai entendu, votre fille comprend quelque chose que beaucoup d'adultes ne saisissent jamais, qu'une compensation individuelle sans changement systémique perpétue le problème pour les autres qui suivront. Lorsque Vanessa partagea cette conversation avec Zora au petit déjeuner, sa fille n'hésita pas, elle a raison, maman. Si nous nous arrangeons discrètement, rien ne changera. Karen Thompson trouvera une autre cible. L'officier Reeves récupérera son insigne. Le magasin trouvera de meilleures façons de cacher sa discrimination. Zora marqua une pause, regardant ses poignets bandés. Je pense toujours à cette citation que tu as encadrée dans ton bureau, celle sur les problèmes nécessaires. Vanessa sourit, reconnaissant la référence au leader des droits civiques John Lewis. De bons problèmes, des problèmes nécessaires. Tu sais que choisir cette voie ne sera pas facile. Il y aura des gens qui essaieront de te discréditer, de remettre en question ton caractère, de minimiser ce qui s'est passé. Zora hocha solennellement la tête. Je sais, mais je sais aussi qui je suis. Cet après-midi-là, ils apprirent que des enquêteurs militaires avaient découvert des communications entre l'officier Reeves et plusieurs groupes extrémistes connus, y compris des messages à caractère racial concernant le maintien de la sécurité de certains quartiers. Cette découverte transforma l'affaire une fois de plus, impliquant potentiellement des groupes de travail antiterroristes nationaux. Pendant ce temps, Westfield Mall avait annoncé des changements majeurs dans sa politique de sécurité, y compris une formation obligatoire sur les préjugés et de nouvelles procédures de surveillance. La société mère d'Electromax avait mis en congé administratif l'ensemble de l'équipe de direction locale en attendant une enquête. Ce qui surprit tout le monde, cependant, fut la vague de soutien communautaire. Cette autre famille s'était manifestée avec des expériences similaires dans le même centre commercial, formant un groupe de soutien improvisé. Le directeur de l'école de Zora, initialement prudent quant à son implication, avait publié une déclaration forte soutenant son élève vedette et confirmant son caractère irréprochable. Des entreprises locales commencèrent à afficher des panneaux justice pour Zora, créant une carte visible des espaces sûrs dans toute la communauté. Ce soir-là, alors que les fourgonnettes de presse restaient garées devant leur maison, Zora et Vanessa étaient assises dans leur salon, examinant les options avec le major Williams et l'avocate civile, Helen Washington. La société mère du centre commercial a offert un règlement substantiel, expliqua Williams. 7 chiffres, sans admission de culpabilité, mais avec des changements de politique obligatoires. Washington rétorqua, mais un procès pour violation des droits civiques pourrait créer un précédent juridique contraignant qui protégerait des milliers d'autres personnes dans des situations similaires. Zora écouta attentivement les deux perspectives, puis demanda, quelle approche fait le plus pour que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas mes avantages? La question resta en suspens, révélant une sagesse au-delà de ses 16 ans. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre confort personnel et la défense d'une cause plus grande que vous? Commentez le numéro 1 si vous pensez que Zora devrait accepter le règlement et poursuivre sa vie, ou le numéro 2 si vous pensez qu'elle devrait se battre pour un changement systémique, même si c'est plus difficile. Aimez cette vidéo si vous avez déjà été témoin de discrimination et que vous vous êtes demandé ce que vous pouviez faire pour aider, et abonnez-vous pour voir l'alliance puissante qui se forme pour soutenir Zora dans sa lutte pour la justice. Que feriez-vous si vous étiez dans la position du colonel Manning? Jusqu'où iriez-vous pour protéger non seulement votre enfant, mais tous les enfants confrontés à une injustice similaire? Le tournant de cette histoire révèle que parfois, le choix le plus difficile est aussi le plus nécessaire. Une semaine après l'incident du centre commercial, Zora était assise à sa table de cuisine, faisant défiler les réseaux sociaux avec un mélange de détermination et d'incrédulité. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe. « Maman, regarde ça » appelait-elle le colonel Manning, qui préparait du café. Le site web des nouvelles locales affichait un article proéminent, question soulevée sur l'incident du centre commercial, était-ce vraiment du profilage racial? L'article citait des sources anonymes remettant en question le caractère de Zora et suggérant qu'elle s'était comportée de manière suspecte dans le magasin. Des histoires similaires avaient commencé à apparaître sur diverses plateformes, toutes suivant le même schéma narratif. Vanessa lut par-dessus l'épaule de sa fille,
son entraînement militaire lui permettant de reconnaître une campagne coordonnée lorsqu'elle en voyait une. Ils essaient de contrôler le récit, observa-t-elle calmement. Une tactique classique de contre-espionnage. Un appel du major Williams confirma leurs soupçons. Le syndicat de la police a embauché une firme de gestion de crise, rapporta Teil. Ils combattent agressivement la suspension de l'officier Reeves, et Richard Thompson a des liens avec plusieurs médias locaux grâce au budget publicitaire de son cabinet d'avocats. La résistance ne se limitait pas à la manipulation médiatique. Ce matin-là, Vanessa avait reçu un email préoccupant de son commandant. Colonel Manning, bien que le Pentagone soutienne votre affaire familiale, des préoccupations subsistent quant à la nature très médiatisée de la situation. Certains estiment que cela pourrait créer des tensions inutiles entre les forces armées et les forces de l'ordre local. Peut-être qu'une résolution plus discrète serait appropriée. Le message était clair. Des forces puissantes préféraient que cet incident disparaisse discrètement. Alors que Zora se préparait à retourner à l'école, elle faisait face à ses propres appréhensions. Et si tout le monde avait vu ces articles, demanda-t-elle, ajustant la sangle de son sac à dos pour éviter d'appuyer sur ses poignets encore en voie de guérison. Vanessa serra sa fille dans ses bras. Souviens-toi qui tu es. Ton dossier parle de lui-même. Le lycée Westwood présentait un microcosme de la réponse divisée de la communauté. Certains professeurs accueillirent Zora avec un soutien discret tandis que d'autres maintenaient une distance notable. Monsieur Harrington, son professeur de chimie AP, l'attira à part après les cours. Le corps enseignant est divisé, admit-il. Certains pensent que tu aurais dû régler ça en privé au lieu de faire une scène, mais beaucoup d'entre nous sont fiers de toi pour t'être levé. La réaction des élèves était également mitigée. Les amis proches de Zora se sont ralliés autour d'elle pour la protéger, mais elle a remarqué des chuchotements et des regards de la part d'autres. Pendant le déjeuner, elle a entendu une fille à la table voisine dire « Mon père dit que sa mère n'utilise ça que pour attirer l'attention. Les militaires pensent toujours qu'ils sont spéciaux. » Le commentaire a piqué, mais Zora a gardé son calme. Après l'école, elle a découvert un développement plus troublant. Un email du prestigieux comité de la bourse scientifique Brené indiquait qu'il réexaminait toutes les candidatures à la lumière des événements récents, une référence à peine voilée à sa situation. Cette bourse était le chemin de Zora vers ses universités de rêve. Ce soir-là, une enveloppe non marquée arriva chez eux, contenant des captures d'écran imprimées de publications sur les réseaux sociaux avec des commentaires racistes et des menaces voilées. Le colonel Manning contacta immédiatement le personnel de sécurité de son unité qui arriva en quelques heures pour évaluer la vulnérabilité de leur maison et établir des mesures de protection. C'est une stratégie d'intimidation standard, expliqua le capitaine Rodriguez en installant des caméras de sécurité supplémentaires. Ils espèrent que vous déciderez que cela n'en vaut pas la peine et que vous abandonnerez tout. Pendant ce temps, Vanessa faisait face à ses propres défis professionnels. Une évaluation de promotion prévue avait été mystérieusement reportée. Son commandant, le général Hay, était favorable en privé, mais de plus en plus prudent dans les communications officielles. Le paysage politique est compliqué, expliqua-t-il lors d'un appel sécurisé. Certaines personnalités influentes considèrent cela comme anti-police plutôt qu'anti-discrimination. Au troisième jour de résistance coordonnée, la pression s'intensifia. Les nouvelles locales ont diffusé un reportage sur le coup des fausses accusations contre les policiers, mettant en vedette la famille de l'officier Reeves. Le porte-parole du syndicat de la police a souligné les 20 ans de service irréprochable de Reeves, omettant commodément les multiples plaintes dans son dossier. Karen Thompson a donné une interview en larmes, se présentant comme une victime des circonstances dont la vie avait été injustement ruinée par une erreur honnête. Les avocats d'entreprise du centre commercial ont contacté le major Williams avec une offre de règlement modifiée qui comprenait un ensemble financier accru, mais ajoutait un accord de non-divulgation complet qui empêcherait Zora et Vanessa de discuter publiquement de l'incident. Le même jour, les images de sécurité d'Electromax ont mystérieusement développé des problèmes de corruption dans les segments critiques montrant Karen cachant son téléphone et ciblant Zora. Heureusement, le capitaine Rodriguez avait sécurisé plusieurs copies de sauvegarde par les voies militaires. Le coup le plus personnel vint lorsque la demande de bourse de Zora fut officiellement reportée en attente d'une révision de son dossier personnel. Le calendrier laissait peu de doute quant au lien avec son affaire en cours. Malgré ces pressions croissantes, un soutien inattendu émergea de divers horizons. 3 des anciens collègues de Vanessa de la Delta Force, désormais employés dans la sécurité privée, se sont portés volontaires pour protéger leur domicile. Des enseignants d'autres écoles ont envoyé des messages de solidarité.
plusieurs camarades de classe de Zora ont créé un groupe d'études spécifiquement pour s'assurer que ses notes ne souffriraient pas pendant l'épreuve. Puis vint l'escalade la plus troublante. Rentrant d'une réunion avec leurs avocats, Vanessa et Zora trouvèrent leur porte d'entrée taguée avec des insultes raciales et des menaces. La violation de leur espace personnel les toucha plus profondément que toute manipulation médiatique ou pression professionnelle. Cette nuit-là, alors qu'elles nettoyaient ensemble le vandalisme, Zora s'autorisa enfin un moment de vulnérabilité. « Maman, est-ce que ça en vaut la peine ? Peut-être devrions-nous simplement accepter le règlement. » Vanessa posa ses produits de nettoyage et fit face directement à sa fille. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que les gens bien décident que la justice est trop coûteuse, trop difficile à poursuivre. Elle désigna la porte partiellement nettoyée. Cela arrive parce qu'ils ont peur. Non pas de nous spécifiquement, mais de ce qui se passe quand des gens comme nous refusent d'être réduits au silence. Après un moment de réflexion, Zora hocha lentement la tête. Comme cette citation sur le mur de ton bureau, la seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inaction des gens de bien. Point. Vanessa sourit avec fierté. Exactement. Mais je dois te faire comprendre quelque chose d'important. Cela doit être ton choix. Si tu veux accepter le règlement et passer à autre chose, je soutiendrai cette décision complètement. Ton bien-être passe avant tout. Zora regarda ses poignets en voie de guérison, puis de nouveau les mots haineux encore visibles sur leur porte. Au lieu de répondre immédiatement, elle alla dans sa chambre et revint avec son ordinateur portable. L'ouvrant, elle montra à sa mère un document sur lequel elle travaillait, un registre méticuleux de chaque incident discriminatoire qu'elle avait vécu ou dont elle avait été témoin depuis l'école primaire. « Je tiens ce journal depuis des années, expliqua-t-elle doucement. Si nous arrêtons maintenant, tous ces autres incidents resteront cachés aussi. Rien ne change. » La détermination dans ses jeunes yeux égalait la résolution de sa mère. Cette nuit-là, elles prirent leur décision. Elles ne seraient pas réduites au silence, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, elles se réveillèrent devant un spectacle inattendu. Un groupe d'anciens combattants de diverses branches militaires avait formé un périmètre de protection autour de leur maison, nettoyant les graffitis restants et montant la garde. L'un d'eux, un sergent-chef de la marine à la retraite, s'approcha de Vanessa. « Colonel, la nouvelle de ce qui est arrivé à votre maison s'est répandue. Nous avons pensé que vous auriez besoin de soutien. » Des actes de solidarité similaires commencèrent à apparaître dans toute la communauté. Les entreprises locales affichaient des messages de soutien. Un groupe d'étudiants en droit se porta volontaire pour aider à documenter les preuves de leur dossier. 3 anciennes victimes des fausses accusations de Karen Thompson formèrent un groupe de soutien et fournirent des témoignages formels sur leurs expériences. La résistance avait rencontré une force égale et opposée, l'Alliance. Le colonel Vanessa Manning se tenait dans son bureau à domicile, entouré d'un réseau de soutien qui s'était matérialisé presque du jour au lendemain. Sur son bureau, une pile de déclarations sous serment d'anciens combattants de tous horizons ayant subi un profilage similaire. Sur l'écran de son ordinateur, un chat sécurisé la connectait avec des contacts militaires à travers le pays qui surveillaient les réactions des groupes extrémistes à l'affaire. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée du sergent-chef à la retraite James Wilson, qui avait servi avec Vanessa dans 3 zones de combat et dirigeait maintenant un groupe de défense des anciens combattants. Le réseau est activé, rapporta Teil, s'installant sur une chaise. Nous avons des vétérans dans 17 États qui documentent des cas similaires pour établir le schéma. 4 anciens avocats du JAG se portent volontaires pour un soutien juridique. Il marqua une pause, baissant la voix, bien qu'il fût seul. Et du personnel de renseignement actif fournit discrètement des ressources en dehors des livres. Le cas de votre fille a touché une corde sensible dans tout le service. De l'autre côté de la ville, au lycée Westwood, Zora mettait ses compétences organisationnelles au service d'actions concrètes. Pendant la pause déjeuner, elle s'assit avec un groupe diversifié d'élèves qui avaient formé la coalition étudiante contre la discrimination. Nous avons documenté 37 incidents dans des commerces locaux au cours de la seule dernière année, expliqua Luis Rodriguez, un élève de terminale qui avait subi un profilage similaire dans le même centre commercial. La plupart des gens veulent juste oublier ce qui s'est passé et passer à autre chose, mais nous avons créé un système de signalement sécurisé. Zora hocha la tête, examinant leur base de données. Nous devons classer ces incidents par lieu, type d'entreprise et schéma de comportement des employés. Cela aidera à identifier la nature systémique par opposition aux incidents isolés. Son approche clinique de ce sujet émotionnel impressionna même les élèves de terminale. Après l'école, un allié inattendu surgit.
Brad Reynolds, le jeune agent de sécurité impliqué dans la détention initiale de Zora, l'approcha prudemment alors qu'elle quittait le bâtiment. « J'ai essayé de vous joindre, dit-il nerveusement, jetant un coup d'œil autour de lui. J'ai sauvegardé quelque chose que vous devriez avoir. » Il lui tendit une clé USB. C'est une sauvegarde complète des images de sécurité du centre commercial de ce jour-là, y compris des caméras dont ils n'ont pas avoué l'existence. Je l'ai faite avant que quiconque ne puisse altérer les preuves. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Il y a plus. J'ai documenté chaque fois que la direction nous a dit de cibler des types spécifiques de clients, des emails, des réunions enregistrées, tout. Zora l'étudia attentivement. Pourquoi aidez-vous maintenant? Brad parut sincèrement plein de remords. Parce que je suis resté là pendant qu'il menottait un enfant qui n'avait rien fait de mal. Je ne peux pas annuler cela, mais je peux m'assurer que cela ne se reproduira plus. La clé USB s'avéra inestimable. Lorsque le colonel Manning la porta au major Williams, ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il examinait le contenu. C'est bien plus étendu que nous ne l'avions imaginé, dit-il, regardant les images qui montraient clairement le gérant du magasin, Wilson, ordonnant à la sécurité de suivre des clients spécifiques uniquement en fonction de leur apparence. Et cela corrobore les expériences d'autres victimes qui se sont manifestées. Pendant ce temps, le capitaine Rodriguez avait mené sa propre enquête sur les antécédents de l'officier Reeves. « Colonel, nous avons découvert des liens préoccupants, rapporta-t-il lors d'un appel sécurisé. Reeves est lié à 3 groupes extrémistes connus via son email personnel. Les services de renseignement militaires l'avaient déjà signalé en raison de commentaires faits sur des militaires de couleur. Cette information transforma l'affaire d'un incident local en une potentielle préoccupation de sécurité nationale, ouvrant de nouvelles pistes d'enquête au-delà des canaux standards de faute policière. L'Alliance a continué de grandir de manière inattendue. Plusieurs employés d'Electromax, risquant leur emploi, ont fourni des mémos internes décrivant des politiques de sécurité discriminatoires. Un lanceur d'alerte d'entreprise a révélé que des directives similaires existaient dans plusieurs magasins, contredisant les affirmations publiques de l'entreprise selon lesquelles il s'agissait d'un incident isolé. Des organisations nationales de défense des droits civiques ont fourni une formation aux médias pour Zora et Vanessa, les préparant aux interviews de plus en plus hostiles et à l'examen public. Elles les ont également mises en contact avec des familles à travers le pays qui avaient vécu des situations similaires, créant un réseau de soutien qui partageait des ressources émotionnelles et pratiques. Le tournant le plus significatif fut peut-être lorsque le général fit une déclaration publique inattendue. L'armée des États-Unis s'oppose fermement à la discrimination sous toutes ses formes, annonça-t-il lors d'un briefing au Pentagone. La maltraitance des personnes à charge de militaires en raison de leur race n'est pas seulement une question civile, mais une préoccupation de sécurité nationale qui affecte le moral et la préparation. Sans mentionner spécifiquement Zora, il avait envoyé un message clair que le poids total de l'autorité militaire se tenait derrière son cas. L'impact fut immédiat. Le département de police a institué de nouvelles exigences de formation et des mesures de responsabilisation, y compris une surveillance communautaire pour les enquêtes sur les plaintes. Les établissements de vente au détail de toute la région ont volontairement adopté de nouveaux protocoles de sécurité conçus pour éliminer le profilage. Plus significativement, le témoignage de Zora devant un comité du Congrès sur la discrimination dans le commerce de détail a conduit à une proposition de législation fédérale établissant des lignes directrices et des sanctions plus claires pour les entreprises s'engageant dans des pratiques de sécurité discriminatoires. La carrière militaire du colonel Manning, loin d'être endommagée par la controverse, a atteint de nouveaux sommets. Elle a été promue et chargée de créer un groupe de travail spécialisé traitant des questions de droits civiques affectant les familles militaires, transformant une injustice personnelle en une amélioration institutionnelle. Un an plus tard, Zora se tenait sur un podium dans le même centre commercial où elle avait été menottée, maintenant transformé par une nouvelle direction et de nouvelles politiques. L'endroit accueillait la cérémonie de remise des prix inaugurale de la fondation de bourse portant son nom. Le vrai changement ne consiste pas à punir des individus, mais à transformer des systèmes, dit-elle à l'auditoire composé d'étudiants, de leaders communautaires et de médias. Ce qui m'est arrivé n'était pas unique. Ce qui est unique, c'est que nous avons refusé de laisser cela être enterré ou oublié. Alors qu'elle annonçait les 10 premiers lauréats de la bourse, Zora incarnait la combinaison parfaite de la force de sa mère et de sa propre passion intellectuelle. Son acceptation au prestigieux programme de recherche médicale de l'université Johns Hopkins garantissait que son rêve de contribution scientifique restait sur la bonne voie, non découragé par ceux qui avaient tenté de la définir par les préjugés plutôt que par le potentiel.
Le centre commercial qui avait autrefois été le lieu de l'humiliation présentait désormais des supports de formation et des protocoles qui étaient devenus un modèle national pour les environnements de vente au détail. Le bureau de sécurité où Zora avait été détenu fut converti en un centre de sensibilisation communautaire offrant des ressources et un soutien aux jeunes défavorisés. Même certains de ceux qui avaient initialement résisté au changement avaient évolué. Brad Reynolds, l'agent de sécurité qui avait fourni des preuves cruciales, dirigeait maintenant des programmes de formation enseignant au personnel de sécurité comment maintenir la sécurité sans pratiques discriminatoires. Plusieurs officiers de l'ancien département de Reeves étaient devenus des défenseurs de la réforme au sein des forces de l'ordre. La transformation la plus profonde, cependant, était visible dans les interactions quotidiennes au sein de la communauté. Les suppositions tacites et les discriminations occasionnelles qui étaient autrefois monnaie courante étaient maintenant reconnues et remises en question. Les jeunes de tous horizons se déplaçaient dans les espaces publics avec une plus grande confiance qu'ils seraient jugés par leurs actions, et non par leur apparence. Tandis que le colonel Manning regardait sa fille s'adresser à l'auditoire avec aplomb et passion, elle réfléchissait à la façon dont un seul moment d'injustice avait catalysé un mouvement pour un changement durable. Le chemin n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire, non seulement pour Zora, mais pour tous ceux qui viendraient après elle. Qu'auriez-vous fait à la place de Zora? Auriez-vous eu le courage de vous opposer à une injustice systémique, même face à une opposition puissante? Laissez un commentaire pour raconter une fois où vous avez été témoin ou victime de discrimination et comment vous avez réagi. Si cette histoire vous a inspiré à reconnaître et à contester les traitements injustes dans votre propre communauté, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir plus de contenus qui abordent des questions sociales importantes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'une seule personne peut vraiment faire la différence lorsqu'elle refuse d'accepter l'injustice comme normale. Merci d'avoir écouté cette histoire de courage, de dignité et de la puissance de défendre ce qui est juste, même quand il serait plus facile de rester silencieux. Cette histoire illustre puissamment que la justice exige à la fois du courage et de la persévérance face à la discrimination systémique. Zora et le colonel Manning démontrent que, confrontés à l'injustice, le chemin facile d'accepter une compensation et de passer à autre chose perpétue le problème pour les futures victimes. Le véritable changement exige de rester ferme malgré l'intimidation, les attaques personnelles et les coups personnels. L'alliance qui s'est constituée autour de leur histoire illustre avec force la manière dont les préjugés prospèrent lorsqu'ils restent cloîtrés dans l'ombre, mais s'effondrent dès qu'ils sont confrontés à la lumière d'un examen collectif. Chaque action individuelle, même modeste en apparence, génère des répercussions qui dépassent largement le cadre de ces circonstances immédiates. La décision de Zora de se battre, non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui risqueraient d'affronter un traitement semblable, a transformé une blessure intime en une source de guérison partagée et en un mouvement vers la réforme institutionnelle. Cette histoire met en relief le double fardeau porté par les minorités, contraintes de servir au sein d'institutions qui, trop souvent, ne leur rendent pas justice avec la même équité. Plus profondément encore, elle nous rappelle une vérité essentielle, les systèmes ne se transforment pas d'eux-mêmes. Ils changent lorsque des individus courageux refusent de tolérer la discrimination comme une normalité et exigent la responsabilisation à chaque échelon. La véritable justice n'est pas seulement une question de punition des individus, mais bien de métamorphoser les structures qui permettent aux préjugés de croître sans être contestés. Et vous, quel moment de votre vie vous a poussé à choisir entre le confort et la défense de ce qui est juste? Avez-vous trouvé la force de vous exprimer, ou gardez-vous le regret de ne pas l'avoir fait? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice ou d'une discrimination et que vous vous êtes senti impuissant à y mettre fin, sachez que cette histoire démontre comment le courage d'une seule personne peut ouvrir la voie à un changement profond. Cliquez sur j'aime si vous croyez à un monde où chacun est jugé pour son caractère et non pour son apparence. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bouleversants qui nous invitent à bâtir ensemble une société plus équitable. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement pour se dresser face aux injustices dans sa communauté. Merci de participer à la diffusion de ce message essentiel, porteur de dignité, de respect et de la conviction que certains combats valent d'être menés pour tous.